Bonjour, bonjour à tous, bonne soirée et je suis très heureux de vous accueillir ici pour ma première directe en fait depuis l'Open Studio. J'ai déjà publié deux épisodes de cette petite série qui s'appelle Sur mon lutrin, mais je ne l'avais jamais fait en direct. Et en fait, cette idée me plaisait et ça me plaît d'avoir comme ça un petit rendez-vous avec vous et rendre un petit peu plus convivial peut-être ce moment que je voulais vous dédier. Alors, ce soir, en fait, je voudrais vous parler, parce que sur mon lutrin, justement, se trouve une œuvre que j'aime beaucoup. C'est une œuvre très douce. C'est une œuvre que j'ai découverte d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Je la connaissais, mais je l'ai commencé à jouer il n'y a pas si longtemps que ça. Et il s'agit de la première arabesque de Claude Debussy. Alors, je crois que avant tout, on va dire place à la musique et ensuite disons, vous parlerai un petit peu de ce qui me plaît tellement dans cette œuvre. Voilà, bonne écoute. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était juste pour vous donner un peu l'idée et vous rappeler cette musique. Et donc, qu'est-ce que nous sommes en train d'écouter ici? Nous sommes en train d'écouter un morceau d'un jeune compositeur. Nous sommes à Paris. Nous sommes en 1888 et en fait la belle époque est en plein essor. La belle époque, c'est cette période incroyable à la fin du 19e siècle où tout semble fleurir à Paris. Euh, D'ailleurs, si on avait une image de Paris à cette époque, il y a la Tour Eiffel qui est en train de se construire. Donc on a cette œuvre gigantesque qui est en train de se monter parce qu'elle doit être prête pour l'exposition universelle de 1889. Et nous sommes à Montmartre. Debussy est juste revenu de Rome, dont je vais vous parler dans une seconde. Et qu'est-ce qu'il se passe? Il vit un peu la vie qu'on appelle la vie de bohème. Et la vie de bohème, c'est vraiment la vie des poètes de la belle époque. Donc, il fréquente les mardis de Mallarmé, il lit les poèmes de, de Baudelaire, qui d'ailleurs il va mettre en musique. Il va connaître très bien, par exemple, Camille Claudel, d'ailleurs peut-être même grande affinité, si ce n'est plus. Enfin, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a un foisonnement intellectuel incroyable derrière cet homme et en cette période. Et tout cela, c'est un peu un arrière-plan très important pour comprendre son œuvre. Alors, quand je disais qu'il était juste revenu de Rome, alors, c'est vrai, il est revenu de Rome parce qu'il avait gagné au conservatoire le prix de Rome. Le prix de Rome, c'était le plus prestigieux prix de composition que l'on pouvait gagner au conservatoire. Et qu'est-ce qu'on gagnait? On gagnait 3 années de bourse d'études pour aller à la fameuse Villa Médici à Rome. Donc un édifice extraordinairement beau, près de Villa Borghese, même dans Villa Borghese, à Rome. Et donc on pourrait penser que c'était quelque chose vraiment d'extraordinaire. Et en fait, Debussy n'aime pas du tout Rome. Debussy n'est pas touché par la beauté un peu mélancolique de ses ruines et de ses églises. Debussy n'aspire qu'à une chose, c'est de rentrer à Paris. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs en 87. Et donc, il vient de rentrer en fait dans ces jours qu'il avait vraiment pas du tout envie de faire pour se lancer
dans cette vie complètement folle qui va être sa vie des 10 prochaines années. La vie où il va le plus innover en fait dans son œuvre. Et justement, j'aimerais regarder avec vous deux, trois aspects peut-être de cette arabesque qui, à moi, me semble tellement importante pour le comprendre. Alors d'abord, d'où est-ce qu'il vient? Debussy vient, entre guillemets, hein, si on peut dire, de la musique de Chopin. Chopin est mort il n'y a pas si longtemps, mais surtout Debussy a étudié, sa première professeure de piano disait qu'elle était une élève de Chopin. Et Debussy a énormément joué Chopin au conservatoire, et donc sa musique s'inspire évidemment à celle du grand compositeur. Et nous avons ici, disons, des formules qui le rappellent. Par exemple, quand on entend ça, ça pourrait parfaitement être du Chopin. En fait, c'est pas du Chopin, c'est du Debussy. Et ce qui détermine la différence, c'est le contexte dans lequel tout cela se trouve. Alors, le contexte, c'est justement un moment où l'intérêt de Chopin, c'était beaucoup la mélodie. L'intérêt de Debussy, c'est beaucoup plus l'harmonie. Donc, on va plus s'intéresser tellement au chant. Et en effet, il commence comme ça. Si on devait vous dire, bon, chantez-moi le début de l'arabesque, ça ne rime à rien, ça n'a pas de sens. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est vraiment l'harmonie. Et d'ailleurs, c'est une harmonie qui avait fait hurler toutes ces années ses professeurs au conservatoire, parce que c'est une harmonie qui est tout sauf normale, c'est une harmonie qui est tout à fait innovante et qui ne tient pas compte des grands traités d'harmonie qu'on lisait et qu'on apprenait au conservatoire, ce qui faisait d'ailleurs disons, pas plaisir à ses professeurs d'harmonie au conservatoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a eu tellement de difficultés à avoir le prix de Rome au conservatoire. Alors, donc ces harmonies sont très importantes. Mais il y a un autre élément encore, et il s'agit de ce qui va l'intéresser le plus de ce moment jusqu'au développement majeur de sa carrière après 1900. Ce n'est pas seulement l'harmonie, c'est le son. Debussy joue avec le son du piano, joue avec la pédale, pour laquelle c'est quelque chose d'extrêmement, c'est un élément extrêmement important pour Debussy, la pédale. Et donc, c'est le son qui va prendre le dessus par rapport à la ligne. Et je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais bien que Debussy dise que lui, il n'est pas un impressionniste, c'est pourtant ce qui se passe avec les peintures impressionnistes au même moment. C'est-à-dire, on perd petit à petit la notion de la ligne, de la courbe, du tracé, du dessin, pour se perdre petit à petit dans la couleur. Et en fait, la couleur, c'est un peu l'harmonie de la musique. Et donc Debussy met beaucoup de couleurs dans sa musique. Et c'est quelque chose auquel il tenait beaucoup. La grande pianiste Marguerite Long, qui est une pianiste du siècle passé, mais qui avait eu la chance de pouvoir travailler avec Debussy à la fin de sa vie, disait que Debussy, en fait, ne jouait jamais très fort et portait un soin presque maniaque à, comment dire, à la couleur qui sortait de son piano. Et donc c'était ça qui pour lui était vraiment la chose la plus importante. Et donc voilà, ce sont ça, disons, les éléments plus importants que je crois on peut retirer de cette arabesque. Il y a encore différentes choses que je voudrais voir, peut-être plus techniques, mais je crois intéressantes. D'abord, il y a cette utilisation technique de ce qu'on appelle deux notes contre trois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec la main gauche, on va jouer deux notes et avec la main droite, on va en jouer trois. Le résultat, c'est ça. Voilà. Alors, ça donne tout de suite, c'est comme si, dans le cas de Debussy, ça effaçait la clarté de la ligne
Et donc, à travers ça, il obtient cet effet que moi j'appelle impressionniste. Lui ne l'appelait pas du tout impressionniste. Lui disait s'il fallait vraiment l'encadrer, il voulait être un symboliste. Mais là, moi, je trouve que l'utilisation est vraiment une utilisation qui permet de enlever la ligne, de l'effacer. Vous savez comment ils font les peintres quand ils ont fait une ligne et ils veulent qu'elle soit un peu moins visible. Ils passent comme ça leurs mains dessus. Voilà. Et c'est un peu ce que fait Debussy ici. Et c'est intéressant parce que c'est en fait le 2 contre 3, c'est un mécanisme qui est utilisé par beaucoup de compositeurs. C'est un mécanisme assez typique du 19e siècle, mais c'est un mécanisme qui souvent est utilisé par contre pour avoir de l'expression. Par exemple, Brahms l'utilise beaucoup pour avoir de l'expression. Voilà. C'est une œuvre de 1998, ça, donc 10 ans après, mais en Allemagne, c'est un autre monde. Mais vous voyez là, c'est du 2 contre 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Mais la mélodie est 2, ce sont des croches simples. Et là, c'est vraiment pour avoir cette force de la mélodie énorme. Et alors Debussy va utiliser exactement le même procédé, mais en obtenir quelque chose de complètement différent. C'est un peu comme si deux peintres utilisaient la même technique, mais à des fins opposées pratiquement. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis, juste avant de nous quitter, je voudrais vous faire voir une toute petite citation, car Debussy anticipe de beaucoup d'années un moment du deuxième mouvement du concerto en sol de Maurice Ravel. Et dans le deuxième mouvement, il y a cette extraordinaire mélodie du cor anglais. Et je crois que ici, on ne peut que l'entendre. Voilà, ça, ce sont des petits moments qui font comprendre combien la musique de Debussy a été écoutée, travaillée et intégrée, et combien elle a après marqué aussi la musique de ceux qui ont suivi. C'est un peu tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé et je vous invite donc à suivre l'activité de l'Open Studio. Nous organisons donc des rencontres de musique où je parle et je joue ici à Aigle en Suisse. Si vous êtes trop loin pour venir jusqu'ici nous retrouver et boire le thé et manger des gâteaux avec nous, eh bien vous pouvez nous suivre sur Zoom. Vous le trouvez sur la page où vous vous trouvez en ce moment, toutes les possibilités de suivre nos rencontres musicales à travers Zoom. Et sinon, je vous dis eh bien, à la prochaine épisode de Sur mon lutrin qui aura lieu, j'espère, le plus vite possible. Voilà, je vous remercie d'avoir été avec nous et à tout bientôt.